Le capitaine Sarah Hayes est décédé il y a 7 ans lors d'une mission militaire secrète. Sa famille a enterré un cercueil vide. Son escadron organise une cérémonie commémorative chaque année. Mais lorsque le pilote du vol 847 s'est effondré à 35 000 pieds d'altitude, une femme mystérieuse est apparue dans le cockpit. Elle connaissait chaque bouton, chaque procédure. Les morts ne pilotent pas d'avion. Voici l'histoire complète. C'était le 15 mars 2025. Le capitaine Sarah Hayes était officiellement décédé depuis 7 ans. Les dossiers militaires de la base aérienne d'Edwards, en Californie, la mentionnèrent toujours comme « tué au combat », son corps n'ayant jamais été retrouvé. Chaque année, à cette date, son ancien escadron organisait une cérémonie en son honneur. Il se tenait debout, saluant une chaise vide, et se souvenait de la femme qui avait disparu lors de l'opération Crépuscule. Cette mission secrète était si bien gardée que sa famille n'en a jamais connu les détails. Les parents de Sarah avaient enterré un cercueil vide au cimetière national d'Arlington. Son jeune frère, David, lui-même pilote de ligne, portait toujours ses plaques d'identité autour du cou. Dans le monde de l'aviation, on parlait d'elle à voix basse. La pilote d'essai d'élite qui avait disparu derrière les lignes ennemies lors d'une mission repoussant les limites du possible, mais qui n'avait jamais eu lieu officiellement. Mais Sarah Hayes n'était pas morte, elle était bien vivante, et en ce moment précis, elle était assise à la place 23A du vol United Airlines 847 en route de Los Angeles pour New York, à 35 000 pieds d'altitude. Il y a 7 ans, Sarah avait été choisie pour l'opération Crépuscule, car elle faisait partie du 1% des meilleurs pilotes militaires, experte en avions furtifs et parlant 3 langues couramment. La mission était simple en théorie, mais mortelle dans la pratique. Infiltrer l'espace aérien nord-coréen, recueillir des renseignements sur leur nouveau programme de missiles et revenir sans encombre. Mais dès le départ, tout a mal tourné. Son avion furtif a subi de multiples défaillances de système au-dessus de la zone cible. Lorsque les missiles solaires nord-coréens se sont verrouillés sur sa position, Sarah avait 2 choix, s'éjecter et risquer la capture, ou tenter un atterrissage impossible en territoire ennemi. Elle a choisi une 3e option, qui n'existait dans aucun manuel. Utilisant des compétences que même ses instructeurs ignoraient qu'elle possédait, Sarah a fait s'écraser son avion endommagé dans une vallée de montagnes isolée. Mais au lieu de tenter de s'échapper ou d'attendre les secours, elle a pris une décision qui allait tout changer. Elle a abandonné son avion, détruit tout équipement d'identification et a disparu dans la nature nord-coréenne. Pendant 7 ans, Sarah a vécu en dehors des radars. Elle est devenue un fantôme, se déplaçant à travers des réseaux clandestins, collectant des renseignements et progressant lentement à travers des territoires hostiles. La femme qui est ressortie de ce creuset n'était plus seulement une pilote d'élite. Elle était devenue quelque chose de plus dangereux, de plus compétent que quiconque pouvait l'imaginer. Le commandant de bord Robert Chin volait sur des avions de ligne depuis 15 ans, mais il n'avait jamais rien vécu de tel. À 14h47, heure de l'Est et quelque part au-dessus de la Pennsylvanie, le pilote de 52 ans s'est soudainement effondré dans son siège. Ses mains sont devenues molles sur les commandes. Sa respiration est devenue superficielle et ses yeux se sont révulsés. Commandant Chen, la première officière Maria Santos a secoué désespérément son collègue, mais il n'y a eu aucune réponse. Le Boeing 767 a commencé à dévier légèrement de sa trajectoire, le pilote automatique luttant pour compenser la perte soudaine de commandé. Dans la cabine, 340 personnes continuaient leur conversation, lisaient leurs livres et somnolaient paisiblement, inconscientes que leur vie ne tenait qu'à un fil. Les hôtesses de l'air gardaient leur sang-froid, mais Maria a pu voir la peur dans leurs yeux lorsqu'elle a annoncé par l'interphone « Mesdames et messieurs, nous rencontrons une petite urgence médicale. Veuillez rester calme et attaché. » La George Jennifer Walsh, une cardiologue qui revenait d'une conférence médicale, a été la première passagère à répondre à l'appel d'assistance. Après avoir examiné le commandant Chin dans le cockpit, son visage est devenu pâle. « Il a eu un accident vasculaire cérébral massif », a-t-elle murmuré à Maria. « Ses signes vitaux sont critiques. Cet homme a besoin de soins d'urgence immédiats. » Mais ils étaient encore à 2 heures de New York, survolant un terrain isolé sans aéroport adapté à un atterrissage d'urgence à proximité. Maria avait accumulé plus de 3000 heures de vol, mais elle n'avait jamais piloté un avion gros porteur en tant que commandant. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle actionnait la radio pour contacter le contrôle aérien.
Mayday, Mayday, Mayday. Ici United US 47. Nous avons une urgence due à l'incapacité du pilote. Nous demandons une assistance immédiate et une priorité pour l'aéroport approprié le plus proche. Maria a émis ce message, sa voix restant stable malgré le chaos dans son esprit. La réponse est venue rapidement du centre de New York. United 847, nous avons bien reçu votre urgence. Quelle est la situation de votre pilote? Nous avons un pilote victime d'une urgence médicale. Je suis la première officière Santos et j'aurai besoin d'une assistance d'urgence complète pour les procédures d'approche et d'atterrissage. Pendant que Maria parlait dans son casque, elle n'a pas remarqué la porte de la cabine passager s'ouvrir derrière elle. Elle n'a pas vu la femme qui se déplaçait avec des pas fluides et silencieux devant les hôtesses de l'air qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas remis en question sa présence dans la zone réglementée. Elle n'a pas réalisé que quelqu'un était entré dans le cockpit jusqu'à ce qu'elle entende une voix calme et confiante dire « Première officière Santos, je suis là pour vous aider. » Maria s'est retournée et a failli tomber de son siège. Derrière elle se tenait une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux courts et foncés, vêtue de vêtements civils simples, un jean, un pull noir et des bottes qui semblaient faites pour les voyages sérieux. Mais ce n'était pas son apparence qui a choqué Maria. C'était sa présence, la façon dont elle se tenait, avec une confiance absolue, la façon dont ses yeux ont immédiatement évalué chaque instrument et affichage dans le cockpit, la façon dont elle se déplaçait, comme si elle était à sa place. « Qui êtes-vous » a haleté Maria. « Comment êtes-vous entré ici? Cette zone est réglementée. » La femme s'est avancée et a posé une main douce mais ferme sur l'épaule de Maria. Je m'appelle Sarah Hayes. Je suis pilote, formé par l'armée. Je sais que c'est déroutant, mais pour l'instant, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de mettre ces 340 personnes en sécurité sur le sol. Maria a regardé la femme qui se faisait appeler Sarah Hayes. Ce nom ne lui disait rien, mais quelque chose dans le comportement de cet inconnu était à la fois apaisant et profondément troublant. J'ai besoin de voir une pièce d'identité. J'ai besoin de savoir qui vous êtes avant de pouvoir vous laisser. Il n'y a pas de temps, a interrompu Sarah, sa voix dégageant une autorité qui semblait remplir le cockpit. Votre commandant est mourant. Vous manquez de carburant et une forte tempête arrive de l'ouest. Regardez votre radar. Malgré elle, Maya a jeté un coup d'œil à l'affichage météo. Sarah avait raison. Un énorme système orageux approchait de leur trajectoire de vol, ce qui compliquerait toute tentative d'atterrissage d'urgence. Comment cette passagère avait-elle pu savoir qu'il fallait vérifier cela? Sarah s'est déplacée vers le siège de sauteur vide derrière le poste du commandant et a commencé à scanner les instruments de vol avec l'œil d'une personne qui avait passé des milliers d'heures dans des cockpits similaires. Boeing 767-300, c'est exact. Je vois que vous êtes au niveau de vol 350, vitesse 480 nœuds, à environ 280 km du JFK. Quel est votre état de carburant? La précision de la question de Sarah a donné des frissons à Maria. Ce n'était pas la curiosité désinvolte d'une passagère. C'était l'évaluation professionnelle d'une pilote. Mais qui était cette même et comment avait-elle réussi à passer la sécurité, les hôtesses de l'air, toutes les barrières qui auraient dû empêcher une personne non autorisée d'entrer dans le cockpit? Je ne peux pas laisser une passagère prendre le contrôle de cet avion, a bégayé Maria. Il y a des procédures, des réglementations. Les règlements supposent que votre commandant est conscient et capable, a rétorqué Sarah, ses mains se déplaçant déjà sur les tableaux de bord secondaires avec une familiarité dérangeante. Il suppose que vous avez quelqu'un de qualifié pour vous aider. En ce moment, je suis la personne la plus qualifiée à bord de cet avion et chaque seconde que nous perdons à parler est une seconde que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Pendant que Maria se débattait avec cette décision impossible, Sarah avait déjà commencé à aider d'une manière qui n'aurait pas dû être possible pour une simple passagère. Elle a contacté le contrôle aérien sur une fréquence radio secondaire, se coordonnant avec le contrôle d'approche pour dégager un chemin pour leur descente d'urgence. Elle a calculé les taux de consommation de carburant et les trajectoires de vol optimales avec une vitesse mentale qui a impressionné Maria. United 847, ici approche de New York. Nous avons des équipements d'urgence en attente et nous dégageons tout le trafic de votre trajectoire d'approche. Pouvez-vous confirmer les qualifications de votre pilote d'urgence?
Maria a regardé Sarah, qui a hoché la tête calmement. Approche de New York, notre pilote d'urgence est hautement qualifié. Expérience militaire avec une longue pratique sur des avions similaires à ce type. Mais même en prononçant ces mots, Maria a ressenti une angoisse grandissante. Tout dans cette situation était anormal. Les passagers n'apparaissent pas simplement dans les cockpits pendant les urgences. Les personnes ayant une formation de pilote militaire ne voyagent pas de manière anonyme sur des avions de ligne sans aucune identification. Et le plus troublant de tout, c'était la compétence calme avec laquelle Sarah Hayes gérait chaque aspect de l'urgence, suggérant qu'elle avait fait face à des situations bien pires que celle-ci. « Sarah », a dit Maria à voix basse alors qu'ils commençaient leur descente d'urgence vers le JFK. « J'ai besoin de savoir qui vous êtes vraiment. Quel est votre parcours militaire? Avec quelle unité étiez-vous? » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le cockpit, Sarah a hésité. Ses mains se sont arrêtées sur les commandes et Maria a vu quelque chose clignoter sur son visage. Pas de la peur, mais de la tristesse. J'étais avec la 412e escadre de test de la base aérienne d'Edwards, a-t-elle finalement dit. Nom de code, Ghost Rider. Le sang de Maria s'est glacé. Chaque pilote de l'industrie connaissait la 412e escadre de test. C'était des légendes dans la communauté de l'aviation. Et elle avait entendu des histoires sur une femme pilote de cette unité qui était morte lors d'une mission classifiée il y a des années. Une pilote dont le nom était devenu synonyme de courage et de sacrifice. « C'est impossible », a murmuré Maria. Sarah Hayes de la 412e est morte il y a 7 ans. Il y a eu une cérémonie commémorative. Elle est enterrée à Arlington. Le sourire de Sarah était triste et plein de sous-entendus. « As-tu déjà vu un fantôme piloter un avion, Maria? » Alors que le vol UFIR-47 descendait à 10 000 pieds vers l'aéroport JFK, Sarah a pris le contrôle principal de l'avion, avec Maria en tant que copilote. Malgré l'impossibilité de la situation, malgré toute pensée rationnelle lui disant que cela ne pouvait pas être réel, Maria s'est surprise à faire confiance à la femme mystérieuse qui était apparue de nulle part. Les compétences de pilotage de Sarah étaient au-delà de tout ce que Maria avait jamais vu. Elle compensait les cisaillements de vent avec des micro-ajustements qui semblaient anticiper les conditions atmosphériques avant qu'elles n'apparaissent sur les instruments. Elle gérait l'énergie de l'avion avec une précision qui faisait paraître l'approche d'urgence comme une routine. Plus remarquable encore, elle faisait tout cela tout en se coordonnant avec le contrôle aérien, en surveillant l'état de santé du commandant Chan et en maintenant le calme dans la cabine passager par des annonces périodiques. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord par intérim. » La voix de Sarah est passée par l'interphone avec une autorité stable. « Nous effectuons un atterrissage imprévu à New York en raison d'une urgence médicale avec notre commandant de bord. L'avion se comporte normalement, les conditions météorologiques sont acceptables et nous prévoyons d'être au sol dans 15 minutes. Veuillez vous assurer que vos ceintures de sécurité sont attachées et suivre toutes les instructions de l'équipage de cabine. » Dans la cabine, les gens ont remarqué que la voix était différente. Pas celle de la première officière Santos, mais quelqu'un d'autre. Certains passagers ont commencé à chuchoter nerveusement entre eux qui pilotaient leur avion. La Jerry Walsh avait stabilisé le commandant Chin autant que possible, mais son état restait critique. « Il a besoin d'une chirurgie immédiate », a-t-elle dit à Sarah lors d'une de ses visites dans le cockpit. « Dans combien de temps atterrissons-nous? »« 8 minutes, » a répondu Sarah sans quitter des yeux les instruments. « J'ai contacté la tour. Ils ont du personnel médical d'urgence en attente sur la piste. » Alors qu'ils s'alignaient sur la piste 31L à JFK, Maria a regardé avec stupéfaction Sarah exécuter ce qui ne pouvait être décrit que comme un atterrissage d'urgence parfait. Malgré le stress, les variables inconnues et le poids de 340 vies dépendant de ses compétences, elle a fait atterrir l'énorme avion avec une douceur à peine perceptible pour les passagers. Au moment où le vol 847 s'est arrêté à JFK, des véhicules d'urgence ont encerclé l'avion. Les ambulanciers se sont précipités à bord pour soigner le commandant Chan, tandis que les responsables de l'aviation fédérale et le personnel de sécurité commençaient le processus complexe d'enquête sur ce qui s'était passé pendant le vol. Sarah se tenait calmement dans le cockpit alors que les fonctionnaires inondaient la zone, ses mains jointes derrière son dos dans une posture militaire que Maria reconnaissait maintenant. Des agents du FBI, des enquêteurs de la FAA et la sécurité de l'aéroport ont tous exigé une identification,
des explications et des réponses à des questions qui semblaient n'avoir aucune réponse logique. « Madame, nous avons besoin de voir votre pièce d'identité et votre licence de pilote », a déclaré fermement l'agente Rebecca Morrison du FBI. « Nous devons comprendre comment vous avez eu accès à ce cockpit et quelle autorité vous aviez pour prendre le contrôle de cet avion. » Sarah a mis de la main dans sa veste et en a sorti un petit portefeuille en cuir. À l'intérieur se trouvait une carte d'identité militaire qui a fait écarquiller les yeux de l'agente Morrison sous le choc. La carte portait la photo de Sarah, son grade de capitaine dans l'armée de l'air des États-Unis et une date d'expiration en cours de validité. Mais elle portait aussi quelque chose d'impossible, une désignation qui montrait qu'elle était répertoriée comme « en service actif ». Ça ne peut pas être juste, a marmonné l'agente Morrison, comparant la carte aux informations sur sa tablette. D'après nos dossiers, le capitaine Sarah Hayes a été déclaré tué au combat il y a 7 ans. Son statut est répertorié comme décédé dans toutes les bases de données militaires. Vérifiez à nouveau, a dit Sarah tranquillement. L'agente Morrison a passé plusieurs appels téléphoniques à diverses agences gouvernementales, chaque conversation devenant plus animée et confuse que la précédente. Finalement, elle a raccroché et a regardé Sarah avec un mélange de peur et de fascination. Capitaine Hayes, je viens de parler à des responsables du Pentagone, du ministère de la Défense et de la CIA. Ils confirment tous que vous avez été déclarée morte il y a 7 ans à la suite d'une mission classifiée, mais ils ont également confirmé que vos habilitations de sécurité n'ont jamais été révoquées, que votre carte d'identité militaire reste active et qu'il y a des lacunes dans le dossier officiel qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas expliquer. Alors que l'enquête se poursuivait pendant la nuit dans une installation sécurisée près de l'aéroport JFK, Sarah a finalement commencé à révéler la vérité sur les 7 années qui n'avaient officiellement jamais existé. L'opération Crépuscule n'était pas seulement une mission de collecte de renseignements, a-t-elle expliqué à une salle remplie de fonctionnaires fédéraux, d'officiers militaires et d'autorités de l'aviation. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Lorsque mon avion est tombé en Corée du Nord, j'avais 2 choix. Tenter de m'échapper et risquer d'exposer les capacités américaines, ou disparaître complètement et continuer la mission en tant qu'agent sous couverture. La générale Patricia Hawkins, qui avait spécialement fait le voyage du Pentagone pour ce débriefing, s'est penchée en avant sur sa chaise. Continuer la mission? Comment? Vous étiez présumée morte. Nous avons organisé une cérémonie commémorative. La cérémonie commémorative était nécessaire, a répondu Sarah. Ma mort officielle a fourni une couverture parfaite pour ce qui a suivi. Pendant 7 ans, j'ai opéré dans certaines des régions les plus dangereuses du monde. Corée du Nord, Iran, Syrie, Afghanistan. Des endroits où Sarah Hayes, la pilote d'essai, n'aurait jamais pu aller. Mais Sarah Hayes, le fantôme, pouvait aller n'importe où. Le silence s'est installé dans la salle alors que les implications devenaient claires. Sarah n'avait pas été portée disparue pendant 7 ans. Elle avait travaillé, opérant comme un agent sous couverture dans des situations trop dangereuses pour le personnel officiel, collectant des renseignements qui avaient permis d'éviter des attentats terroristes, des guerres et des incidents internationaux. Les renseignements que vous avez fournis, a dit la générale Hawkins lentement, les rapports qui sont passés par divers canaux sur les programmes de missiles, les cellules terroristes, les livraisons d'armes, c'était vous? Une partie d'entre eux, Sarah est confirmée. Le travail exigeait un anonymat complet. Pas de contact avec la famille, pas de reconnaissance de ma survie, pas de soutien officiel. Je suis devenu quelqu'un qui n'existait pas, ce qui m'a rendu très efficace dans mon travail. L'agente Morrison a posé la question évidente. Alors, pourquoi vous révélez maintenant? Pourquoi risquer tout pour sauver un vol commercial? La réponse de Sarah a été simple et directe. Parce que 340 personnes innocentes avaient besoin d'aide, et j'étais la seule personne dans cet avion qualifiée pour la leur fournir. Certaines choses sont plus importantes que de maintenir une couverture. Alors que la nouvelle de l'atterrissage d'urgence du vol 847 se répandait dans les médias, l'histoire est devenue de plus en plus compliquée. Les premiers rapports se concentraient sur la mystérieuse passagère qui avait aidé à faire atterrir l'avion. Mais au fur et à mesure que les détails émergeaient, le récit est devenu presque impossible à croire. Le capitaine Sarah Hayes, officiellement morte depuis 7 ans, enterrée au cimetière national d'Arlington,
avait sauvé 340 vies en apparaissant dans le cockpit d'un avion et en faisant preuve de compétences de pilotage qui dépassaient même ses capacités légendaires d'origine. Sa famille a été contactée par des responsables militaires et priée de se rendre à New York pour des retrouvailles auxquelles aucun d'eux ne s'attendait. Ses parents, maintenant septuagénaires, ont fondu en larmes lorsqu'ils ont reçu l'appel. Son frère, David, qui l'avait suivi dans l'aviation en partie pour honorer sa mémoire, a dû se poser dans un petit aéroport du Texas car il ne pouvait plus arrêter de trembler assez longtemps pour continuer de voler. Les passagers du vol 847 ont été longuement interrogés par les enquêteurs et leurs récits ont brossé le portrait d'une femme qui était apparue de nulle part avec des connaissances et des compétences qui semblaient presque surnaturelles. Maria Santos, la première officière qui avait le plus étroitement travaillé avec Sarah pendant l'urgence, a déclaré aux journalistes: elle connaissait cet avion mieux que des pilotes qui volaient sur des 777 depuis des décennies. Elle anticipait les problèmes avant qu'ils n'apparaissent sur nos instruments. C'était comme si elle pouvait voir des choses que le reste d'entre nous ne pouvait pas. La Dre Jennifer Walsh, la cardiologue qui avait traité le commandant Chin pendant le vol, a ajouté son propre point de vue. Je travaille dans la médecine d'urgence depuis 20 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un rester aussi calme sous une pression aussi intense. Elle ne pilotait pas seulement l'avion. Elle gérait chaque aspect d'une situation d'urgence complexe tout en le faisant paraître sans effort. Les retrouvailles entre Sarah et sa famille ont eu lieu dans une salle de conférence sécurisée au bâtiment fédéral près de l'aéroport JFK. Des responsables militaires, des agents de FBI et d'autres membres du personnel gouvernemental observaient derrière une vitre sans teint, alors que 7 années de chagrin et de deuil se confrontaient à la réalité impossible de la survie de Sarah. Sa mère, Ellen Hayes, a été la première à parler. « Nous t'avons enterré », a-t-elle dit en larmes. « Nous avons eu des funérailles. Je visite ta tombe chaque semaine et j'apporte des fleurs. »« Je sais, maman », a répondu Sarah, la voix brisée pour la première fois depuis qu'elle était apparue dans le cockpit. « J'ai voulu vous contacter tellement de fois. Il y a eu des nuits où j'ai failli rompre ma couverture juste pour appeler et vous faire savoir que j'étais vivante. Mais la mission était trop importante et les risques étaient trop grands. » Son père, le colonel à la retraite James Hayes, comprenait mieux que le reste de la famille les implications militaires. « 7 ans d'opération sous couverture », a-t-il dit lentement. « Quel genre de travail de renseignement exige un tel niveau de sacrifice? »« Le genre qui empêche les guerres », a répondu Sarah. « Le genre qui arrête les attaques terroristes avant qu'elles ne se produisent. Le genre qui sauve des milliers de vies en sacrifiant le bonheur d'une personne et de sa famille. » Son frère David, qui portait toujours ses plaques d'identité, se débattait avec des émotions allant de la joie à la colère. « Sais-tu ce que ta mort nous a fait? Maman et papa ont vieilli de 10 ans du jour au lendemain. J'ai changé toute ma carrière parce que je voulais honorer ta mémoire. Nous t'avons pleuré, Sarah. Nous avons porté ton deuil chaque jour. »« Je sais, » a dit Sarah simplement. « Et je suis désolé, mais auriez-vous préféré que je vous contacte et que je risque d'exposer des opérations qui ont sauvé des vies innocentes? Auriez-vous préféré des appels téléphoniques occasionnels si cela signifiait que des attaques terroristes réussissaient parce que ma couverture était grillée? » Les questions sont restées en suspens sans réponse, car ce sont le genre de questions qui n'ont pas de bonnes réponses, seulement des choix nécessaires. Alors que la famille de Sarah se débattait avec la complexité émotionnelle de son retour, les enquêteurs fédéraux traitaient leurs propres questions impossibles. Comment une personne qui est morte depuis 7 ans maintient-elle des habilitations de sécurité actives? Comment quelqu'un sans existence officielle depuis 7 ans possède-t-il une connaissance à jour des systèmes des avions de ligne? Et surtout, comment les dossiers officiels montrent-ils que Sarah Hayes est morte en 2018 tout en montrant qu'elle n'a jamais cessé d'être une officière en service actif? L'agente Morrison a dirigé une équipe d'enquêteurs qui a passé 3 jours à parcourir des dossiers classifiés, des registres militaires et des rapports de renseignement qui brossaient le portrait d'un fantôme qui avait été plus actif que la plupart des agents vivants. « La trace écrite est incroyable », a expliqué l'agente Morrison à son superviseur. Le capitaine Hayes est officiellement décédé le 15 mars 2018, mais à partir du 16 mars 2018, des rapports de renseignement ont commencé à arriver de sources sous couverture en Corée du Nord avec des informations qui n'auraient pu provenir que de quelqu'un ayant sa formation spécifique et son accès.
Les rapports étaient codés et filtrés par tant de canaux que personne ne les a liés à elle, mais le schéma est clair avec le recul. Plus ils enquêtaient en profondeur, plus l'opération de 7 ans de Sarah devenait impressionnante. Elle avait empêché une vente d'armes nucléaires entre la Corée du Nord et l'Iran. Elle avait fourni des renseignements qui avaient stoppé une attaque terroriste majeure en Europe. Elle avait infiltré des réseaux de trafic d'armes et fourni des informations qui avaient sauvé des dizaines d'agents infiltrés dans divers pays. Elle n'a pas seulement survécu pendant 7 ans, a conclu l'agent Morrison. Elle a mené l'une des opérations sous couverture les plus réussies de l'histoire moderne du renseignement. À elle seule, la nouvelle de la survie de Sarah et de son rôle dans le sauvetage du vol 847 s'est rapidement répandue dans la communauté de l'aviation, où sa réputation d'origine avait atteint un statut presque mythique au cours des 7 années écoulées depuis sa supposée mort. La Société des pilotes d'essais expérimentaux, qui avait nommé un prix annuel en son honneur, s'est retrouvée dans la situation inhabituelle de devoir décider s'il fallait continuer à commémorer quelqu'un qui n'était plus mort. L'école de pilotes d'essais de l'armée de l'air à Edwards avait un bâtiment nommé en son honneur. L'Organisation internationale des femmes pilotes, les 99, avait créé un fonds de bourse en sa mémoire. La capitaine Lisa Rodriguez, une pilote de ligne qui avait été inspirée à poursuivre sa carrière en partie grâce à l'exemple de Sarah, a déclaré aux journalistes « Sarah Hayes était déjà une légende dans notre communauté. Maintenant, elle est plus que cela. Elle est la preuve que l'impossible peut arriver, que les gens peuvent disparaître du monde et trouver encore des moyens de le rendre meilleur. » Les aspects techniques de la performance de Sarah lors de l'urgence du vol 847 sont devenus le sujet d'une analyse intense dans les cercles de l'aviation. Des pilotes expérimentés qui ont examiné les enregistrements de données de vol ont été stupéfaits par la précision de son pilotage, la fluidité de ses procédures d'urgence et, surtout, la façon dont elle semblait anticiper le comportement de l'avion avant qu'il ne soit reflété sur les instruments. Ses compétences de pilotage étaient déjà exceptionnelles, a déclaré le colonel Martinez, son ancien commandant à Edwards. Mais ce qu'elle a démontré sur le vol 847 dépassait tout ce que j'ai jamais vu. Les 7 ans de ce qu'elle faisait l'ont rendue meilleure pilote qu'elle ne l'était déjà, et elle était déjà la meilleure. Alors que l'excitation initiale du retour miraculeux de Sarah commençait à s'estomper, le coût total de son absence de 7 ans est devenu clair. La femme qui avait sauvé le vol 847 n'était pas la même personne qui avait disparu au-dessus de la Corée du Nord en 2018. Lors de débriefings approfondis avec des psychologues militaires, Sarah a révélé des détails sur ses années sous couverture qui brossaient un tableau d'isolement inimaginable et de danger constant. Elle avait vécu sous des dizaines d'identités différentes, parlé des langues que sa famille ignorait qu'elle avait apprises et survécu dans des conditions qui auraient brisé la plupart des gens. Il y a eu des mois où je ne parlais pas anglais, a-t-elle dit à la Dirty Amanda Foster, une psychiatre militaire. Il y a eu des périodes où je n'étais pas sûr si Sarah Hayes était même une vraie personne ou juste une autre identité de couverture que j'avais utilisée il y a si longtemps que je pouvais à peine m'en souvenir. Le coup psychologique était évident d'une manière que sa famille et ses collègues commençaient seulement à comprendre. Sarah sursautait au moindre bruit inattendu. Elle se positionnait inconsciemment pour avoir une vue dégagée des sorties dans chaque pièce. Elle dormait d'un sommeil léger et se réveillait souvent en tendant la main vers des armes qui n'étaient pas là. Le plus troublant, elle a admis qu'elle avait parfois du mal à faire la distinction entre ses différentes identités de couverture et sa personnalité d'origine. Quand on vit comme quelqu'un d'autre pendant des années, on commence à devenir cette personne, a-t-elle expliqué. J'ai été marchande d'armes, réfugiée, journaliste, passeuse et une douzaine d'autres personnes. Parfois, je ne suis pas sûr quelles parties de ma personnalité sont les miennes à l'origine et quelles parties j'ai adoptées à partir des identités que j'ai dû maintenir. 3 semaines après l'incident du vol 847, Sarah a dû faire face à une décision qui allait déterminer le reste de sa vie. Les responsables militaires lui ont offert plusieurs options. Retourner au service actif avec une reconnaissance totale de son service, prendre une retraite médicale avec tous les avantages et la reconnaissance, ou disparaître à nouveau pour continuer ses opérations sous couverture dans d'autres parties du monde. Sa famille voulait désespérément qu'elle choisisse la retraite, qu'elle rentre enfin à la maison et essaie de reconstruire les relations qui avaient été brisées par 7 ans d'absence forcée. Sa mère avait déjà préparé son ancienne chambre.
Son père avait dégagé de l'espace dans son atelier pour des projets sur lesquels ils pourraient travailler ensemble. Son frère avait acheté un petit avion qu'il espérait qu'il pourrait restaurer en famille. Mais Sarah avait vu trop de ténèbres dans le monde pour simplement abandonner le travail qu'il avait défini pendant 7 ans. Il y a des opérations en cours qui dépendent des renseignements que j'ai recueillis, a-t-elle expliqué à sa famille lors d'une de leurs réunions. Il y a des gens dans des situations dangereuses qui m'ont fait confiance de leur vie. Je ne peux pas simplement les abandonner. La communauté de l'aviation, quant à elle, voulait qu'elle retourne au pilotage d'essai, qu'elle repousse les limites de ce qui était possible de la même manière qu'elle l'avait fait avant sa disparition. Les constructeurs d'avions avaient de nouveaux modèles expérimentaux qui bénéficieraient de sa combinaison unique de compétences techniques et d'expériences pratiques. L'armée de l'air avait des projets classifiés qui pourraient me faire progresser la technologie aéronautique de plusieurs décennies. Vous avez déjà donné 7 ans de votre vie à votre pays, lui a dit la générale Hawkins lors d'une de leurs réunions. Vous avez servi avec honneur et distinction d'une manière que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Vous avez le droit de choisir ce qui va suivre. Un matin clair d'avril 2025, exactement 1 mois après son apparition dans le cockpit du vol UTA-47, Sarah Hayes a pris sa décision. Elle retournerait au service actif, mais avec des modifications qui reflétaient son expérience et ses capacités uniques. L'armée de l'air a créé un nouveau poste spécialement pour elle, conseillère en aviation pour les opérations spéciales. Son rôle consisterait à former d'autres pilotes pour des missions sous couverture, à développer de nouvelles techniques pour opérer dans des environnements hostiles et à servir de pont entre la communauté aéronautique et les opérations de renseignement. Plus important encore, son nouveau poste serait officiellement reconnu. Plus de fantômes, plus de prétention d'être morte, plus d'années d'isolement de sa famille et de ses amis. Elle servirait son pays d'une manière qui lui permettrait de maintenir les relations qu'il avait soutenues pendant 7 ans de ténèbres. Sa première mission a été de créer un programme de formation pour les pilotes qui pourraient avoir à opérer dans des situations similaires à celles qu'elle avait vécues. Le programme enseignerait non seulement les compétences de pilotage, mais aussi les techniques de survie, les capacités linguistiques et la résilience psychologique nécessaires pour maintenir une couverture prolongée. Nous créons quelque chose de nouveau, a-t-elle expliqué à une assemblée de responsables militaires et d'experts en aviation. Une façon de préparer les pilotes à des missions qui vont au-delà de tout ce que nous avons traditionnellement considéré comme faisant partie de la formation aéronautique. Le monde a changé et nos pilotes doivent être prêts à relever des défis que les générations précédentes n'ont jamais affrontés. Exactement 1 an après l'atterrissage d'urgence qui avait révélé la survie de Sarah, United Airlines a organisé une cérémonie spéciale à l'aéroport JFK pour honorer toutes les personnes impliquées dans le sauvetage du vol UTA-47. Le commandant de bord Robert Chen, qui s'était complètement remis de son AVC, était là pour rencontrer la femme qui avait sauvé sa vie et celle de ses passagers. « Je ne me souviens de rien du vol après que je me sois effondré », a-t-il dit à Sarah pendant la cérémonie. Mais j'ai lu les enregistrements de données de vol et j'ai parlé à Maria et aux passagers. Ce que vous avez fait ce jour-là n'est rien de moins que miraculeux. La première officière, Maria Santos, qui avait été promue capitaine en partie grâce à sa performance pendant l'urgence, a présenté Sarah à sa famille. « Voici la femme dont je t'ai parlé », a-t-elle dit à sa jeune fille, « celle qui m'a appris que les héros peuvent apparaître quand on s'y attend le moins. » De nombreux passagers du vol 847 ont assisté à la cérémonie, désireux de rencontrer la femme mystérieuse qui était apparue de nulle part pour les sauver. Leurs récits ont brossé le portrait de quelqu'un qui avait non seulement fait preuve de compétences de pilotage exceptionnelles, mais qui avait réussi à maintenir près de 350 personnes calmes pendant l'une des expériences les plus terrifiantes de leur vie. « Je savais que quelque chose n'allait pas quand ils ont appelé un médecin », a déclaré une passagère, Jennifer Kim, une enseignante de Los Angeles. Mais ensuite, cette voix calme est passée par l'interphone et j'ai su, d'une manière ou d'une autre, que tout irait bien. Il y avait quelque chose dans sa voix qui vous faisait croire que, peu importe la gravité des choses, elle pouvait gérer la situation. 5 ans se sont écoulés depuis le retour des morts de Sarah Hayes pour sauver le vol 847. Elle dirige maintenant l'un des programmes de formation aéronautique les plus élitistes au monde, préparant les pilotes à des missions qui existent dans les zones grises entre les opérations militaires et l'aviation civile. Sa famille a lentement guéri des 7 années de chagrin et de deuil,
bien que les cicatrices de son absence ne s'effaceront jamais complètement. Ses parents ont appris à chérir chaque appel téléphonique, chaque visite, chaque moment ordinaire qu'ils tenaient autrefois pour acquis. Son frère David vole en tant que copilote chaque fois que leurs emplois du temps le permettent, rattrapant les années où ils ne pouvaient pas partager leur amour de l'aviation. Sarah elle-même a trouvé un équilibre entre le fantôme qu'elle a dû devenir et la personne qu'elle voulait rester. Elle se réveille encore parfois en tendant la main vers des armes qui n'existent pas. Elle se positionne toujours pour avoir une vue dégagée sur les sorties. Mais elle rit aussi avec sa famille, enseigne à de jeunes pilotes à repousser leurs limites perçues et a appris à vivre dans le présent au lieu de se préparer constamment à des dangers inconnus. Les passagers du vol 847 ont repris leur vie normale. Mais beaucoup d'entre eux pensent encore à ce jour où leur vol ordinaire est devenu extraordinaire à cause d'une femme qui n'était pas censée exister. Ils racontent à leurs amis et à leur famille l'histoire du fantôme qui est apparu à leur heure de plus grands besoins et comment elle a prouvé que les héros peuvent venir des endroits les plus impossibles. Dans la communauté de l'aviation, Sarah Hayes est devenue encore plus légendaire qu'elle ne l'était avant sa disparition. Elle n'est plus seulement la pilote d'essai qui repoussait les limites. C'est la pilote qui est revenue des morts pour sauver des vies, qui a passé 7 ans dans l'ombre à protéger des personnes qui ne savaient jamais qu'elles avaient besoin d'être protégées. Son histoire a été classifiée dans de nombreux de ses détails, mais les parties qui peuvent être racontées sont devenues la matière des légendes de l'aviation. Les jeunes pilotes apprennent ses compétences techniques, ses capacités de survie et, surtout, son rappel qu'être pilote signifie être prêt à servir les autres, même lorsque le coût est tout ce qui vous est cher. Le vol 847 a atterri en toute sécurité le 15 mars 2025 parce qu'un fantôme a décidé de redevenir humain. Et ce faisant, Sarah Hayes a prouvé que certaines disparitions ne sont pas des fins, mais des préparations pour le moment où l'impossible devient nécessaire et où les héros se révèlent de la manière la plus inattendue. Les soirs calmes à la base aérienne d'Edwards, lorsque de nouveaux pilotes d'essai apprennent à repousser les limites de ce que les avions peuvent faire, les instructeurs racontent encore l'histoire du capitaine Sarah Hayes. Ils parlent de la mission qui l'a fait disparaître, des années qui l'ont rendue plus forte et du moment où elle a choisi de sauver 340 inconnus au lieu de protéger le secret qu'il avait gardé en vie. C'est une histoire de sacrifice et de survie, du coup de servir quelque chose de plus grand que soi et de la vérité selon laquelle les héros ne naissent pas dans des moments de gloire, mais sont forgés dans des années de service silencieux que personne ne voit. Et parfois, quand les conditions sont réunies et que le besoin est assez grand, ces héros sortent de l'ombre pour nous rappeler que l'impossible n'est qu'un autre mot pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Le capitaine Sarah Hayes, nom de code Ghost Rider, a volé sa dernière mission en tant que fantôme le 15 mars 2025. Mais sa première mission en tant que héros qui a choisi d'être vu a commencé au moment où elle est entrée dans le cockpit et a décidé que la vie de 340 personnes était plus importante que 7 ans de discrétion minutieuse. Le fantôme est rentré à la maison et en rentrant, il a sauvé tout le monde.